Après des études finalement assez classiques dans un certain registre, Sciences Po et l'ENA, j'ai commencé mon parcours professionnel au Conseil d'État, donc j'ai été juge et conseiller juridique du gouvernement, qui sont les deux missions du Conseil d'État. Et puis je me suis très vite, depuis une vingtaine d'années, orientée dans le secteur, enfin vers le secteur de la régulation, et notamment de la régulation du numérique. Et puis après j'ai switché, c'est un terme anglais, je ne devrais pas dire ça, j'ai basculé vers le régulateur des télécoms, toujours dans les mêmes fonctions. Et après avoir fait un petit détour à nouveau au Conseil d'État et à la commission des sanctions d'un autre régulateur, qui est le régulateur de l'énergie, qui s'appelle la CRE, j'ai été nommée présidente de la CNIL, où je suis arrivée il y a 3 ans, en 2019. Quelques mois après l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui a rebattu la donne en matière de protection des données, en tout cas qui a mis ce sujet, je pense, au niveau de la gouvernance des administrations et des entreprises. Donc la première période de mon mandat, depuis 3 ans, ça a plutôt été la mise en conformité des entreprises, des professionnels, des administrations. Le RGPD est un règlement européen sur la protection des données, donc qui est le même cadre juridique qui s'applique dans l'ensemble des pays de l'Union européenne pour la protection des données. Non seulement ça permet d'avoir un guichet unique dans chaque pays, c'est-à-dire que même si le traitement de données auquel vous vous intéressez dépend de plusieurs pays de l'Union européenne, et ben, vous pouvez vous adresser à la CNIL en quelque sorte de votre pays. Ce règlement a une portée extraterritoriale, ce qui est assez rare pour un règlement européen. C'est assez rare qu'on parle d'un règlement européen encore 3 ans après son entrée en vigueur. Ça veut dire que les entreprises étrangères qui s'intéressent aux données des Français et des Européens, le RGPD s'applique à eux. Donc c'est une sorte, comme l'avait dit le président de la République à l'UNESCO d'ailleurs il y a quelques années, c'est une troisième voie finalement entre, je ne vais pas parler de modèle, mais entre l'organisation américaine en quelque sorte, et puis non pas le modèle, mais l'organisation par exemple chinoise où la donnée peut être utilisée par exemple à des fins de surveillance généralisée. Il y a des valeurs européennes de protection des droits, des valeurs humanistes, et ce sont ces valeurs qui sont portées par ce règlement général de la protection des données qui donne des droits aux individus pour protéger leur vie privée. J'ai pu voir à la fois quand j'étais membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel à quel point le numérique pouvait être un formidable vecteur d'enrichissement des contenus, notamment radiophoniques par exemple, ou de services supplémentaires ou télévisuels. Au sein du Collège du régulateur des télécoms, j'ai vu à quel point là aussi le numérique permettait de gommer les disparités géographiques et de favoriser le développement économique concrètement, ou l'accès à différents services. Et comme décideur, en quelque sorte, aujourd'hui, avec le collège et les équipes de la CNIL, d'abord, je vois à quel point le numérique est une aide à la décision, parce que ça permet quand même de faire du benchmark, du parangonnage, comme on dit en bon français, et ça permet pour un décideur aussi de donner une caisse de résonance aux actions qu'on entend développer, aux messages qu'on veut passer. Par exemple, à la CNIL, on reçoit 14 000 plaintes en ligne chaque année. On a un site internet qui est consulté 11 millions de fois par an, ce qui prouve qu'il y a quand même des contenus qui sont intéressants. Et ça montre à quel point cette question de protection de la vie privée ou en tout cas suscite une appétence chez nos concitoyens et aussi certainement chez les professionnels qui cherchent, je pense, globalement à bien faire quand ils sont conscients des enjeux. Très sincèrement, mais c'est peut-être lié au milieu professionnel dans lequel j'ai évolué, j'ai pas eu le sentiment de rencontrer des obstacles dans ma hiérarchie ou dans mon parcours professionnel qui soient liés à mon genre. Et je crois même, mais c'est certainement pas un constat que je généraliserais, je crois même qu'aujourd'hui, en tout cas pour des postes d'encadrement à compétences égales, j'ai tendance à penser qu'être une femme peut être un avantage. À l'inverse, je pense que l'obstacle
que ce que rencontrent beaucoup de femmes, c'est les obstacles qu'elles se mettent elles-mêmes en réalité, compte tenu des casquettes différentes qu'elles portent dans une seule journée. Mais il faut partir du principe qu'on ne sera peut-être pas perfectionniste et bon partout, et que le fait, au contraire, d'avoir plusieurs casquettes permet peut-être de gagner en efficacité, d'aller à l'essentiel, et de relativiser la pression professionnelle en ayant une juste conscience de la hiérarchie des priorités de chacun. Je pense que c'est une solution qui doit faciliter quand même en réalité l'insertion des femmes dans la vie professionnelle lorsqu'elles ont des charges familiales par ailleurs ou le retour à l'emploi. Et surtout, je crois profondément qu'aujourd'hui, le fait d'être une femme spécialisée dans des secteurs numériques ou en tout cas dans des secteurs qui sont aujourd'hui encore, même si c'est moins vrai, mais aujourd'hui encore largement occupés par des hommes, je pense que c'est une chance de visibilité, de caractéristiques distinctives qui doit les aider au contraire à accélérer leur parcours professionnel. Dans un monde où on ne connaît pas aujourd'hui une grande partie des métiers qui seront exercés demain et encore moins après-demain, je lui dirais de privilégier ses aspirations, ses centres d'intérêt, parce que je pense qu'on est... Enfin, de suivre son intuition en quelque sorte, ou ce qui lui fait plaisir, parce que je pense qu'on est meilleur quand on passe plusieurs heures par jour ou une grande partie de sa vie quotidienne à travailler sur des sujets qui vous parlent. Je dirais aussi, et c'est un petit peu lié, qu'il faut, a fortiori dans un monde qui bouge aussi vite sur le plan de la technologie, rester curieux, rester en éveil, que ça facilite la capacité d'adaptation, qu'il ne faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort, à prendre des risques. C'est facile à dire, mais ne pas attendre d'avoir toutes les réponses en quelque sorte pour se lancer. C'est peut-être la meilleure façon de réussir, au risque d'échouer de temps en temps, mais je pense qu'on ira de plus en plus vers une société où l'échec, entre guillemets, qui est quelque chose de très, une notion très relative, n'est pas dirimant. Je pense qu'il est important, et c'est une juriste qui vous parle, d'avoir une culture scientifique ou des compétences technologiques. Ça ne veut pas dire être capable de résoudre des équations, mais en tout cas d'être attentif à l'évolution du monde sur le plan technologique. Il faut travailler. Il n'y a pas, je ne crois pas beaucoup au talent sans travail. Et enfin, je dirais que c'est important d'avoir sa propre hiérarchie de valeurs et d'essayer de la respecter pour donner du sens au parcours que l'on veut construire, pouvoir se regarder dans une glace, être heureux dans ce qu'on fait. Donc c'est, voilà, en résumé, quelques suggestions, j'espère, motivantes.